Bonjour à tous et bienvenue à ce 6e jeudi du webinaire du projet FAIR réalisé avec le soutien du Fonds européen de développement régional. Je suis Aurélie Régnier, chargée de projet à l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre et je représente aujourd'hui tous les partenaires du projet. Le webinaire du jour portera sur Certibo pour une amélioration du cycle de l'eau dans les habitations. Nous aurons 1 heure pour découvrir la nouvelle certification des immeubles bâtis pour l'eau. Les webinaires sont organisés en partenariat avec différents projets. Et notamment ici, le webinaire est organisé pour le projet FAIR. Ces webinaires invitent autant les professionnels que le grand public à voir et écouter plusieurs intervenants belges et français et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, il vous suffit de cliquer en haut à droite de votre écran sur le rectangle avec un point d'interrogation et de poser votre question. À ce moment-là, plusieurs solutions seront possibles. Notre collègue Fanny en backstage vous répondra soit en privé ou décidera de publier la question en version publique. Certaines questions seront sélectionnées pour les poser directement à notre intervenant en fin de présentation. Il vous est possible lors de votre question de rester soit anonyme ou soit d'y indiquer votre nom et votre prénom. Avant de vous présenter notre intervenant et la thématique du jour, voici quelques mots sur le projet FAIR. Le projet FAIR est un partenariat franco-belge regroupant Espace Environnement, le cluster éco-construction, le FOREM, pour le versant belge, l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre, l'APES et les Compagnons du Tour de France pour le versant français. Ces partenaires œuvrent depuis 2016 à former, accompagner et à inspirer tout professionnel ou futur professionnel, mais également les porteurs de projets publics ou privés, aux multiples enjeux d'une rénovation efficiente, afin d'aboutir à une solution économe en énergie tout en respectant la qualité patrimoniale du bâti, son environnement, la santé des professionnels du bâtiment, mais également de leurs occupants. La rénovation efficiente, c'est beaucoup plus qu'une approche énergétique. Aujourd'hui, nous allons donc, comme je vous le disais, vous parler de la certification Certibo. Cette certification sera d'application en Wallonie le 1er juin 2021. Cette certification répond à un triple enjeu. Tout d'abord, à un enjeu sanitaire, car les installations intérieures des habitations peuvent faire l'objet de dysfonctionnements sur le plan de l'hygiène et de la santé humaine. Une amélioration sensible au niveau environnemental, notamment de la qualité des masses d'eau, est attendue grâce à la vérification du raccordement à l'égout de l'installation d'un système d'épuration individuel. Sur le plan de l'information, les propriétaires connaissent rarement l'état de leur installation d'eau, mais également ils connaissent rarement la réglementation ou encore les risques sanitaires qui y sont liés. Il y a dès lors une véritable valeur ajoutée à ce que chacun dispose de cette information au travers d'audits du cycle de l'eau des immeubles bâtis. Pour nous parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Luc Lejeune, directeur technique de la Société publique de gestion de l'eau, SPGE. Ingénieur agronome de formation, M. Lejeune a rejoint la SPGE peu de temps après sa création en 2001. Il est, en partenariat avec Aquawal et la SPGE, l'un des instigateurs du projet Certibo. Bonjour Monsieur Lejeune. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je vous entends très très bien. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous avez tout dit. Ah bah non, justement, on veut en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole pour nous en dire un peu plus sur cette certification.
Donc, je vais essayer de partager ma présentation. Euh, voilà, est-ce que vous voyez tous un grand écran Tout à avec fait. le Tout terme à fait. introduction? On va même mettre la première page, voilà. Donc, je vais de fait vous un peu parler de Certibo, qui veut dire certification des immeubles bâtis pour l'eau. Je vais un petit peu parcourir les objectifs, les constats, un certain nombre d'objectifs, la manière dont ça va se dérouler, le timing dans lequel ça va se dérouler, etc., etc. Donc, en guise de table de matière de cette présentation, je vais quand même un peu recontextualiser l'aspect eau et particulièrement le cycle anthropique de l'eau au niveau de la manière dont c'est organisé au niveau de la région wallonne. Et puis parler de qu'est-ce que Certibo, quels seront les outils qui sont mis ou qui sont encore à mettre en place pour réaliser cette certification, quelle sera la procédure de contrôle, mais c'est juste quelques mots, et les aspects formation, certification et rétro-planning de cette certification pour en arriver aux conclusions qui est un seul slide. Donc, n'hésitez pas, si jamais je n'avance pas assez vite en fonction du temps, à me reprendre ou peut-être accélérer parfois le pas. Alors, contexte général du cycle anthropique de l'eau. J'aime à rappeler que le contexte avant tout européen, parce que en matière environnementale, c'est quand même principalement différentes directives européennes qui dictent un peu le pas au niveau de l'Europe et au niveau des États membres et au niveau des régions sur la manière d'améliorer l'environnement et particulièrement en matière d'eau. Et donc ici, il y a quelques directives phares en matière d'eau. La directive de 91 concernant tout le traitement des eaux usées, des agglomérations plus de 2000. Il y a la directive nitrate 91 également. Il y a la directive sur la qualité de l'eau pour la consommation humaine de 98 qui est en train d'être revue. Il y a la directive sur la qualité des eaux de baignade, la directive 2006. Et puis, il y a une grande directive, la directive 2000 sur la directive qui gère vraiment la gestion de l'eau au niveau des bassins hydrographiques avec l'objectif de bonne qualité, la directive cadre sur l'eau, l'objectif de qualité des masses d'eau. Ça, c'est un petit peu le contexte européen. Ces directives, elles doivent être appliquées au niveau des États membres et avec une petite particularité en Belgique, c'est qu'il y a un transfert de la politique de l'eau au niveau régional. Que donc, en fait, chaque région peut quand même, malgré qu'elle doit respecter ces directives, va quand même, traduire ces directives parfois de manière un peu différente avec des accents différents d'une région à l'autre. Donc, l'eau est régionalisée. Ça concerne 3,5 millions, 3,6 millions en fait, d'habitants aujourd'hui. Et concernant la manière dont c'est organisé au niveau de la Wallonie, tout ce qui concerne ce cycle anthropique de l'eau, ce qui est important à signaler, c'est que ce ne sont que des opérateurs publics qui travaillent dans ce domaine. Et ce renforcement des opérateurs publics, d'ailleurs, a été encore fait assez récemment. Et puis, ce cycle anthropique commence par la protection des captages, la production de l'eau, et puis donc le traitement, son stockage et sa distribution. Et donc là, on a affaire à soit des intercommunales, soit il y a une société, on va dire la Société Wallonne des Eaux, qui domine, je dirais, ce secteur de la production-distribution de l'eau au niveau de la Wallonie. Et puis, dès lors que c'est distribué, il faut égoutter, il faut récolter les eaux usées, les traiter avant le rejet à l'environnement, et donc toute cette partie assainissement
eh bien, c'est la SPGE qui a un rôle spécifique de coordination de cet assainissement, tant en collectif qu'en autonome. Et donc, quelques chiffres en matière de production-distribution d'eau. Donc, il y a un opérateur régional qui est la Société Wallonne des Eaux qui représente 2/3 de la distribution d'eau. Il y a quelques intercommunales et puis il y a encore quelques services communaux de production-distribution d'eau qui représentent 6% de la population, mais 38 services communaux. Et voilà, il y a quelques chiffres là qui sont donnés en matière de millions de mètres cubes, de millions de compteurs, etc. L'assainissement, mais comme je l'ai dit, c'est la SPGE qui coordonne, mais elle coordonne ça avec toute une série de contrats avec les producteurs distributeurs d'eau, avec ce qu'on appelle des épurateurs, les organismes d'assainissement agréés à qui elle délègue la maîtrise d'ouvrage pour réaliser tous ces ouvrages et pour les exploiter. Elle a aussi des relations contractuelles avec les communes dans le cadre de l'égouttage et ce qu'on appelle des conventions d'assainissement rural. Et puis, elle a aussi parfois des missions déléguées avec la région et tout cela est coordonné au niveau de la région par des contrats de gestion. Et donc, je parlais que la SPGE travaillait avec 7 organismes d'assainissement agréés, qui sont une par province au niveau de la région, sauf dans l'Aisne où il y a 3 intercommunales. Et donc, c'est elles qui, sur le terrain, font l'assainissement et gèrent, je dirais, au quotidien cette matière. En matière d'assainissement, ce qui est important aussi quand même de bien fixer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des régimes d'assainissement, collectif, autonome, et puis ce qu'on appelle le transitoire qui doit disparaître à terme. Donc le collectif représente 87,5% de la population et l'autonome, c'est 12%, dont 4 sont situés dans des zones urbanisables, dont 8 sont situés dans des zones urbanisables, et tout ce qui est ce qu'on appelle l'habitat dispersé, hors zone urbanisable au plan de secteur, ça représente 4% de la population. Et l'intro vis-à-vis de ce cycle de l'eau se termine par le prix de l'eau. Donc les 2 grandes notions qui sont le coût vérité de distribution et le coût vérité assainissement, qui déterminent principalement la facture d'eau pour un ménage. Il y a donc un coût vérité de distribution par distributeur. Et là, vous avez le coût vérité de distribution actuel pour la Société Wallonne des Eaux qui est de 2,62, qui est une moyenne, on va dire, pour le secteur. Et en fait, il y a le coût vérité assainissement, puisque et celui-là, il est unique puisque c'est la SPGE qui le gère et il est de 2,365 aujourd'hui. À côté de cela, il y a une petite rétribution pour ce qu'on appelle le Fonds social de l'eau, pour aider les consommateurs en difficulté de paiement. Et puis à cela s'ajoute la TVA et on en arrive à 5,32 € par mètre cube, en sachant qu'en fait, un ménage aujourd'hui consomme en Wallonie seulement parce que comparativement à nos voisins, on est économe, 70 mètres cubes et qui représente un peu moins de 400 € par ménage. Alors, venons-en à Certibo. Alors, certification des immeubles bâtis pour l'eau. Et donc, l'objectif de Certibo, c'est d'organiser le contrôle des législations existantes, mais ce qui est important, c'est qu'on n'impose pas au travers de Certibo de nouvelles obligations particulières, aux particuliers ou obligations particulières. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vérifier si ce qui est repris dans des législations actuelles sont bien mis en application au sein des immeubles bâtis, au sein des habitations. Et donc, c'est vraiment dans un objectif de gestion du risque au niveau de l'habitation, avec 2 aspects. Un aspect, on va dire, eau intérieure, qui est l'eau de distribution ou bien une eau alternative à l'intérieur de son habitation, de son réseau intérieur, et justement avec potentiellement des connexions avec des eaux alternatives.
Et puis, il y a l'aspect eau usée, tout ce qui sort de l'habitation, qui concerne les évacuations, mais aussi potentiellement certains traitements qui se font sur le terrain, tant pour les eaux usées que aussi la gestion des eaux pluviales, qui est une gestion plus récente, on va dire, au niveau de la législation. Alors, tout ça, le fait d'arriver à cette certification, provient d'un certain nombre de constats. D'une manière générale, c'est vraiment, et ça a été dit dans l'introduction, on a souvent une méconnaissance des installations qui est dans son habitation et de la conformité de ces installations. Au niveau de l'aspect eau intérieure, eau de distribution, et il y a en fait une norme européenne traduite en Belgique qui est la norme 1717, qui est relative justement à l'aspect clapet en tire-tour, l'aspect différents éléments à prendre en compte au sein du réseau intérieur de distribution. Et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas toujours de prise en compte de cette norme qui est au niveau des habitations, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Et puis, d'une manière générale, au niveau de l'assainissement, au niveau des eaux usées, on s'aperçoit, en cas de nouvelles constructions notamment, qu'il y a véritablement une grande absence de vérification des obligations du Code de l'eau lorsque l'on a construit une nouvelle habitation, de vérifier si on est bien raccordé, si on a bien installé un système d'épuration individuelle, etc., etc. C'est repris dans les permis, mais ce n'est pas nécessairement vérifié sur le terrain, et là, il y a aussi de grandes lacunes. Et donc, d'une manière générale, on s'aperçoit qu'on a des informations et des impositions qui sont relativement disparates au niveau des communes. Donc, certaines imposent des choses qu'elles ne devraient pas imposer, ou bien d'autres imposent des choses qui doivent être faites, mais ne vérifient pas si elles sont mises en œuvre. D'une manière générale, il faut quand même bien reconnaître que c'est une matière, l'eau, qui peut être un peu moins sexy que l'énergie. Et donc, ce n'est pas toujours une matière qui est maîtrisée par les architectes. Sur un plan, on a souvent un petit schéma très, très schématique de l'évacuation des eaux, notamment. D'une manière générale, les corps de métier, tous les corps de métier, on peut évoluer sur ces aspects de mise en œuvre correcte, je dirais, de cet aspect eau, tant intérieur qu'extérieur, on va dire, des habitations, au contraire, justement, un petit peu de tout l'aspect énergétique qui, lui, a pris une part considérable dans les attentions. Petit rappel, c'est que tant les architectes que les corps de métier ont un certain nombre d'obligations en la matière lorsqu'ils réalisent leurs travaux, et aussi ont une certaine obligation d'information auprès des particuliers qui n'est pas toujours effective. Et donc, le constat, c'est qu'en Wallonie, aujourd'hui, seulement 10 à 20% des nouvelles constructions sont conformes tant aux normes techniques, notamment au intérieur, qu'à la réglementation. Et ça, c'est pour des nouvelles constructions. Et donc, cette démarche, en tout cas pour les eaux intérieures, les eaux de distribution d'une habitation, elle existe à Bruxelles et en Flandre depuis un certain temps en tout cas. Et là, on arrive justement alors à ce moment-là à un taux de conformité proche des 100% au niveau des nouvelles constructions. On verra quels sont les principaux éléments qui font qu'on est à ces niveaux relativement bas de conformité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate avec Certibo lorsqu'il sera en place, avec un petit comparatif uniquement Belgique, Flandre, Bruxelles, Wallonie. Donc, l'eau de distribution est vérifiée en Flandre et à Bruxelles et en Wallonie. Les eaux usées, les vérifiées aussi en Flandre. Bruxelles, non. Et après, il y a l'aspect de savoir si cette certification porte sur les nouvelles habitations ou bien aussi, par exemple, en cas de vente d'une habitation, ce qu'on appelle les mutations immobilières,
Donc en Flandre, enfin, la législation, elle est pour les nouvelles habitations avant tout. Et puis, ben, il y a une volonté, notamment en Flandre, d'aussi établir cette certification dans le cadre de vente. Il y a aussi une volonté en Wallonie d'y arriver, mais aujourd'hui, ça reste volontaire. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est plutôt alors tout ce qui concerne le suivi des bâtiments publics, avec ben, la législation qui reprend bien ce suivi qui est particulièrement important, notamment pour les eaux intérieures des bâtiments, pour la légionellose ou autre, d'un suivi continu, en tout cas récurrent au niveau des bâtiments dits publics, c'est-à-dire là où il y a une distribution d'eau, où le public a accès à de l'eau publique. On y reviendra par la suite. Donc, toujours dans les constats menés par Akowal, qui reprend l'ensemble des acteurs publics de l'eau en Wallonie, on a fait quelques sondages et donc, ben, d'une manière générale et en manière assez, on s'aperçoit qu'en fait sur 45 habitations testées, donc des habitations existantes évidemment à ce moment-là, ben, il y en avait 5 qui étaient conformes au niveau potable, et par contre, en termes d'eau usée, où on s'arrêtait simplement sur le raccordement à l'égout ou le fait qu'on avait bien posé un système d'épuration individuelle, là, on est plutôt c'était plutôt rassurant comme constat. Donc, les principaux problèmes que l'on constate au niveau eau potable, c'est l'absence de clapet anti-retour en aval du compteur d'eau. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la presse, il y avait, semble-t-il, un problème sur un réseau, j'ai oublié le nom, c'était, je pense, dans la commune de Bernissart, et où on suspectait le fait qu'il y avait un retour depuis l'habitation vers le réseau de distribution et que c'est ça qui avait contaminé le réseau et alors l'ensemble des habitations raccordées à la distribution. Et donc ça, c'est vraiment l'élément le plus grave en matière de santé publique, c'est cette possibilité de retour de l'eau intérieure vers le réseau de distribution avec parfois des absences de clapet anti-retour. Et puis l'autre gros problème, et qu'on constate aussi dans les nouvelles habitations, c'est le fait qu'il reste des connexions physiques entre le circuit d'eau de distribution et le circuit d'eau alternatif, les citernes d'eau de pluie, pour lequel en fait on doit avoir une déconnexion physique absolue. Et là, ben, on s'aperçoit que dans les nouvelles constructions, on établit toujours des connexions physiques possibles entre les deux circuits, ce qui est vraiment dommageable. Alors, juste un mot sur les bases légales de cette certification, pour dire qu'il y a un décret qui date du 27 février 2019, d'un arrêté du gouvernement en troisième lecture en juillet 2019, avec donc l'objectif qu'il soit effectif au 1er juin. Et donc, pour les nouvelles habitations, à partir du 1er juin, toute nouvelle habitation devra avoir une certification. Triple enjeu sanitaire, environnemental, informatif. On dit dans la présentation, je ne vais pas aller plus loin que cela. Ici, je reviens un peu sur le contenu de l'audit volet eau potable. Donc, c'est la présence des dispositifs qui doivent être nécessaires après le compteur d'eau, et donc notamment le clapet anti-retour. Et pour chaque point d'eau, la présence aussi de dispositifs de retour anti-retour adéquats, vérifier l'origine de l'eau, donc eau de distribution ou bien eau alternative, bien vérifier qu'il y ait des ruptures de charge d'évacuation lorsque c'est nécessaire, et bah, évidemment, pour les anciennes habitations, c'est informer de la présence de canalisation en plomb, ce qui n'est quand même jamais très bon. Et puis sur l'aspect eau usée et eau pluviale, ben, on va se baser principalement sur le règlement général d'assainissement. On va aussi identifier les points qui produisent des eaux usées et des eaux pluviales.
on va vérifier les évacuations, les écoulements de ces eaux sur la parcelle. On va identifier les aspects de pré-traitement, une fosse septique ou bien un système d'épuration individuel. On va vérifier qu'il n'y a pas de broyeur ménager parce que c'est interdit en Wallonie. Sur base de tout ça, on va essayer de déterminer une conformité aussi de l'habitation en ayant des données préparatoires, mais on y reviendra. Et donc, dans tous les cas, l'objectif est bien de fournir une information aux usagers sur leurs équipements et sur la manière de les utiliser notamment. Donc, concernant le règlement général de distribution d'eau, quelques éléments. Tous les raccordements doivent être munis d'un clapet anti-retour. On doit avoir une séparation complète des eaux de distribution et des eaux alternatives. L'installateur doit placer les dispositifs de protection agréés par le distributeur et les canalisations en plomb sont déconseillées. Donc, tout ça, on se base sur une prescription technique de Belgacois qui reprend tout un répertoire lié à tous ces éléments. Et pour peut-être un petit rappel, dans un réseau intérieur, mais il y a quand même une partie qui est de la responsabilité du distributeur d'eau qui s'arrête au compteur d'eau. Et après le compteur d'eau, c'est bien la responsabilité du propriétaire ou de l'usager de l'habitation avec en amont, il y a un robinet d'arrêt, il y a un scellé potentiel, il y a le compteur d'eau et en aval, on a de nouveau alors un robinet d'arrêt, etc., etc. Ça, c'est la vision générale d'une installation intérieure. Et donc ici, pour revenir sur cet aspect de combinaison, on va dire, d'eau de distribution et d'eau d'alternative. Vous avez à gauche de l'écran la situation qu'on rencontre dans la plupart des cas. En fait, ce qui se passe, c'est quand votre citerne d'eau de pluie est vide, eh bien, on ferme le robinet qui vient de la citerne d'eau de pluie et on ouvre le robinet qui vient de l'eau de distribution pour aller alimenter, par exemple, les WC. C'est une chose qui est totalement à proscrire parce qu'il y a évidemment possibilité de contamination de l'un vers l'autre. On n'est pas sûr des différents robinets d'arrêt qui sont à ce niveau-là. Et donc, on doit se trouver dans une situation qui est présentée à droite où on a vraiment des réseaux distincts d'alimentation, eau de distribution, eau alternative. Et dès lors que, par exemple, la citerne d'eau de pluie est vide, eh bien, on doit la réalimenter par une canalisation qui vient de l'eau de distribution. Et donc, en alimentant la citerne d'eau de pluie, la citerne d'eau de pluie n'est jamais vide. Et comme ça, elle peut avoir un réseau totalement séparé au sein de l'habitation pour aller vers les WC, par exemple. Autre point d'attention, c'est cette fameuse hauteur de garde lorsqu'il y a une possibilité de rejet pour les boilères ou les adoucisseurs. Il faut absolument qu'il y ait une hauteur de garde là, minimum de 2 cm qui permette de bien visualiser s'il y a un rejet par là. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a souvent des fuites, ce sont les boilères. Et en plus, si jamais il y a vraiment une connexion physique avec le réseau d'égouttage, on peut aussi avoir une remontée du réseau d'égouttage alors dans le boiler. Alors en matière d'assainissement, en fait, on va exploiter, on va avoir des clés d'interprétation pour ce qui doit être mis en place, ce qu'on doit trouver sur le terrain au niveau des habitations, en fonction de différents éléments.
qui sont le régime d'assainissement. Si on est en collectif, en autonome ou transitoire, évidemment, les obligations ne sont pas les mêmes. Et puis, un autre élément important, c'est la date du permis, parce que les législations ont changé. Et avant 2003, la législation n'était pas la même que jusqu'en 2017. Et puis en 2017, il y a encore eu une nouvelle modification de législation qui fait que on va devoir retrouver pour certaines habitations des éléments en 2005 qui ne sont pas les mêmes qu'en 2018, par exemple. Et puis, il y a encore donc les équipements nécessaires sur l'habitation sont aussi fonction en collectif d'autres éléments. C'est la présence évidemment d'un égout, c'est la présence plus en aval d'un collecteur qui va amener les égouts jusqu'à une station d'épuration, à une STEP. Et évidemment, si la station existe ou si elle n'existe pas, eh bien, on n'aura pas non plus les mêmes obligations au sein de l'habitation. Si la station n'existe pas, si le collecteur n'existe pas, eh bien, on doit mettre une fosse septique en attendant que la station soit opérationnelle. Par contre, si la station existe, on ne doit pas mettre de fosse septique ou on doit déconnecter la fosse septique si elle existe. Ce sont tous ces éléments-là qui vont devoir être pris en compte. Et donc, on va aider aussi les certificateurs dans leur analyse des situations au travers d'outils cartographiques qui vont permettre justement de voir quelle est la situation, dans quel régime, si c'est aussi des zones de protection, etc., etc. Et on va en arriver avec des éléments qui seront comme ceci, qui seront présentés comme ceci, où on a vraiment on est en collectif. Est-ce que c'est une ancienne habitation ou une nouvelle habitation? Est-ce que c'est équipé d'égout ou sans égout? Est-ce qu'elle est raccordée à l'égout ou pas, etc. Et au fur et à mesure, on va développer le logigramme pour en arriver à une conformité ou à une non-conformité en fonction du développement du logigramme. On va aussi produire un schéma synoptique de tout ce qui est évacuation des eaux. Comme ça permettra d'avoir une vision générale de la manière dont l'évacuation, tant des eaux usées que des eaux pluviales, est organisée et vérifier aussi de cette manière-là si c'est conforme à la législation. Alors, sur base d'une certification qui est réalisée, le propriétaire il va recevoir un rapport de visite et un formulaire d'attestation, et avec ce rapport, il va comporter une partie eau potable, une partie eau usée, un reportage photographique, etc. Et son formulaire va lui dire s'il est conforme, s'il est conforme mais avec un certain nombre de remarques, ou bien s'il y a des non-conformités. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment connaître ces équipements, leur conformité, leur rôle et l'entretien qui en découle. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Certibo, c'est obligatoire pour les nouvelles habitations. En fait, c'est dès lors qu'il y a un nouveau raccordement à l'eau de distribution, un nouveau compteur, en fait. Et donc, Certibo est réalisé par compteur. Donc, si on prend un logement avec plusieurs, un immeuble à appartement, par exemple, eh bien, il y aura un Certibo pour l'ensemble de l'immeuble au niveau de l'assainissement. Il y aura un Certibo pour tout ce qui est la partie commune au niveau intérieur. Et puis, il y aura un Certibo pour chaque compteur d'eau. Donc là, en termes de nouvelles habitations, on considère qu'il y a plus ou moins 6000 nouvelles constructions par an. Donc qui sera obligatoire à partir du 1er juin 2021. Les bâtiments publics, c'est aussi obligatoire, avec une notion de grande taille qui reste encore à définir d'ailleurs, parce qu'on ne va pas nécessairement le faire sur tous les bâtiments dits publics. Quand on dit public, c'est les locaux et établissements où l'eau est fournie au public. C'est facultatif donc dans le cadre de mutation immobilière. Et ça sera à l'initiative du vendeur. Et ça doit se faire comme pour le PEB avant la transaction financière ou concomitante. Donc potentiellement, c'est plus ou moins 35 000 mutations immobilières par an.
Et puis, de manière totalement alors volontaire, facultatif et volontaire, c'est un peu la même chose, mais on reviendra quand même sur la mutation immobilière. On peut considérer qu'un potentiel acheteur va pouvoir peut-être faire pression sur un vendeur pour avoir sa cartographie, je dirais, de l'état de situation. Et donc, de manière volontaire, on peut aussi, en cas de transformation, en cas de location, toujours faire un état des lieux de son habitation. Donc, au niveau des bâtiments publics, on définit ce que sont ces bâtiments accessibles au public, les hôpitaux, les soins de santé, les maisons de retraite, etc., etc. On voit que toute installation sportive, récréative, de loisirs et d'exposition sont également repris là-dedans. Alors, l'objectif n'est quand même pas non plus d'aller faire cela vraiment partout. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de bâtiments de grande taille. Et donc, ça reste à définir au travers d'un arrêté ministériel. Donc, comment ça va se passer en cas de nouveau raccordement? Eh bien, on a un chantier qui est en cours, on a un raccordement provisoire et on effectue une demande alors de raccordement à l'eau potable et puis on va établir cet audit de certification et on établit cette certification dès lors que l'installation intérieure est terminée et dès lors que tout ce qui est équipement et gestion des eaux usées, des eaux pluviales est effectué. Donc, on va dire que c'est quand même peu de temps avant de pouvoir rentrer dans l'habitation. Et sur base du résultat de l'audit, et donc uniquement si l'audit est conforme, si Certibo est conforme, bien à ce moment-là, on effectue ce qu'on appelle le raccordement définitif. Donc le raccordement définitif ne pourra se faire que lorsqu'on a une certification conforme ou bien, voilà, on a une non-conformité, on fait la correction qui est nécessaire et après mise en conformité, le raccordement définitif sera accordé. Et donc, comment voit-on ce raccordement définitif? L'idée, c'est que dans le schéma que je vous ai présenté, on mette la vanne 1, qui est de la responsabilité du distributeur, sera, on va dire, fermée à moitié pour limiter le débit. Et ça sera le certificateur qui, lorsqu'il passe, et si l'installation est conforme, il ouvrira, il décellera cette vanne-là pour pouvoir donner le débit maximum. Alors, en cas de mutation immobilière, c'est à l'initiative du propriétaire, mais comme je l'ai dit, soit le futur propriétaire, soit le notaire, parce que les notaires sont fort demandeurs aussi d'avoir des infos, parce que parfois ils se retrouvent dans des difficultés dès lors qu'il y a des non-dits, notamment sur l'eau. Et donc, voilà, il peut y avoir une pression pour dire que le propriétaire en fasse cette certification. Donc, la certification sera, le coût de la certification sera pour le propriétaire. Il y a l'audit qui est réalisé, elle dresse l'état de situation, elle liste les non-conformités, mais voilà, et s'il y a un risque imminent de rejet d'eau intérieur vers le réseau de distribution, on peut y avoir une intervention. En général, il n'y en aura pas. Mais donc, en fait, à ce moment-là, on dresse la situation, on fait la liste des non-conformités et on informe des conformités pour le nouveau propriétaire, des conformités qu'il devra réaliser. Et donc, ces informations-là seront reprises alors dans l'acte de cession et il n'y a pas de délai de mise en conformité proprement dit avec un nouveau contrôle qui est prévu aujourd'hui. Simplement, on précise bien, votre habitation n'est pas conforme et vous devez vous mettre en conformité. Alors, un petit mot sur le rôle de la SPGE dans Certibo. En fait, c'est l'autorité compétente pour délivrer, suspendre et retirer des agréments, tant des centres de formation que des certificateurs. Et puis, elle a un rôle évidemment au niveau de la gestion de la plateforme informatique qui va permettre principalement aux certificateurs d'établir leur audit, avec un certain nombre d'accès
potentiels vers les communes, les distributeurs, les notaires, des données qui seront reprises dans cette base de données. Alors l'objectif, c'est que cette certification n'ait pas d'impact sur le prix de l'eau, tant au niveau du CVD qu'au niveau du CVA, que je vous ai présenté en début. Donc l'audit sera à charge du demandeur. Un peu comme pour le BEV, le montant est libre et il est fixé par le marché. L'auditeur, lui, il va devoir, les centres de formation vont définir un prix, un coût, je dirais, pour suivre la formation. Il devra donc payer ce prix de formation. Et puis, il y a un droit de dossier de suivi administratif qui sera aussi repris, qui sera relativement modique. Et puis, en fait, l'audit, le montant est libre, mais il y aura à l'intérieur de ce montant-là une redevance qui devra être remise dans le prix. Cette redevance, elle reviendra vers la SPGE pour tout ce qui est la gestion de la base de données, la mise à disposition d'informations, des infosessions, des contrôles, etc. Et donc aujourd'hui, ça dépend du nombre de systèmes qui seront certifiés par an. Aujourd'hui, ce montant de redevance est fixé à 25 €. Je me permets de vous interrompre, Monsieur Lejeune, juste pour vous dire qu'il reste à peine 10 minutes pour votre présentation et il y a beaucoup de questions sur le sujet, donc ça intéresse énormément. Donc voilà, je me permettais juste de vous prévenir. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Je vais tenir dans les 10 minutes. Enfin, je pense bien. Merci. On a fait le gros. Alors, quelques mots sur les outils d'aide à la décision qui sont mis en place. Il y a des outils informatiques de type SIG, il y a la plateforme informatique, il y a les logigrammes décisionnels qui permettent vraiment aux certificateurs de pouvoir donner l'information, enfin de vérifier si c'est conforme ou pas. Et puis, il y a alors toute une série d'informations de type communication qui sont en train d'être faites au niveau de fiches. Donc, je vais passer là-dedans rapidement. Donc, en fait, l'objectif, c'est de permettre aux certificateurs, avant d'aller sur le terrain, de pouvoir déjà, au travers d'outils Carto, vérifier un certain nombre de la situation du bien et vérifier déjà un certain nombre de contraintes. S'il y a la présence d'égouts, si on est dans une contrainte environnementale d'une zone de prévention ou d'une zone de baignade, parce qu'en fonction de ça, la législation est différente, etc., etc. Les dates de permis qu'on doit pouvoir avoir, si on a, voilà. Et donc, ici, voilà le type d'outil qui sera mis à disposition. On visualise ce qu'on appelle le PASH, le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, avec les différents réseaux, etc. Et puis, comme type d'information, il ne va pas pouvoir cliquer sur un réseau, il va voir quelle est la profondeur de l'égout lorsqu'on l'a, et si la station existe ou pas. Donc, voilà, type d'information. En assainissement autonome, on va visualiser les endroits où on a une présence de système d'épuration connu. Quelle est la date du régime d'assainissement, parce que c'est fort important pour savoir s'il y a obligation ou pas d'installer un système d'épuration individuel. Donc, toute une série d'informations qui vont permettre au certificateur d'orienter déjà son rapport. Et puis, la plateforme informatique qui est en cours de développement, mais qui est déjà bien avancée, elle est vraiment orientée certificateur pour acheter des certificats, pour encoder le bien, pour encoder l'ensemble des équipements, pour établir son rapport qui sera, on va dire, automatisé, et pouvoir établir des encodages de terrain. Donc, on a prévu toute une série de choses. Ici, je vous montre quelques écrans d'un certificateur qui a X certifications en cours d'élaboration, avec des certifications qui sont terminées. Et puis ici, on voit un petit peu, à l'instar d'une déclaration fiscale. On est dans l'eau potable, on remplit les fiches, et à chaque fois, on peut passer. En tout cas, le système va pouvoir dire ah là, vous avez oublié d'introduire telle information, ou là, il manque une information, etc., avant de pouvoir valider tout cela. Et donc, l'objectif, c'est que le certificateur
puisse établir cette certification aussi par des applications mobiles, en offline également. Donc, on est en train de transférer tout ça également sur mobile. Et puis, autre information, c'est les fiches. C'est toute une série de fiches de prescription technique qu'on a voulu à deux destinations, aux installateurs de systèmes et aux usagers. Donc, chaque fois, c'est un peu vu selon deux facettes. Et il y a des fiches techniques eau potable. Il y a une fiche chapeau, je dirais, d'introduction générale. Tout ce qui concerne la partie entrée de l'eau dans le logement, tout ce qui concerne les adoucisseurs, les traitements domestiques de l'eau, l'aspect eau alternative, tout ce qui concerne les aspects d'eau chaude sanitaire notamment, et il y a encore toute une série d'autres équipements qui sont repris sur des fiches techniques avec un certain nombre d'informations, les protections, etc., etc. Et donc avec chaque fois une vision qui est plutôt orientée grand public ou plutôt orientée technicien. Et pareil au niveau des eaux usées, des eaux pluviales, il y a des focus sur le raccordement à l'égout, sur la gestion des eaux pluviales, sur les systèmes d'épuration individuels. On a pas mal de brochures, mais on en a fait une spécifique qui est que faire d'un système existant. Et puis aussi un focus lorsqu'on se trouve en zone de protection de captage. Voilà, procédure de contrôle, c'est un slide. Donc, il y a une demande d'un certibo qui est faite par un particulier et qui va le demander à son certificateur, et c'est le certificateur avec qui il s'entend au niveau du prix, etc., qui va remplir sur certibo toute la préparation de la visite. Et puis, il va effectuer la visite et puis il va élaborer le rapport de visite et l'attestation. Et donc, voilà, et tout ça pour en arriver à une présentation de ce type-ci. Alors, les formations, donc tout ce qui est en bleu, c'est un peu la SPGE qui gère, et tout ce qui est en orange, c'est les centres de formation agréés qui le gèrent. Donc, dans moins de 15 jours, on va commencer la formation des formateurs des centres agréés. Et puis, lorsque ces formateurs seront formés, avec des examinateurs, donc ils vont alors former les certificateurs. Et donc ça devrait se faire tout début de l'année prochaine. Nous, on va former jusqu'au mois de novembre. Et puis, les centres vont se mettre en ordre de bataille, je dirais, pour pouvoir développer des cycles de formation vers les certificateurs, avec des syllabus qui seront là, avec un aspect examen, questions écrites, questions orales, etc. Et sur base du résultat de l'examen, il y a une demande d'agrément qui peut être introduite. Et là, je reprends, mais je ne vais pas aller dans le détail, parce que c'est ouvert quand même à un très grand nombre de personnes qui peut devenir certificateur. Il y a un aspect de formation continuée qui sera organisé par année, une demi-journée pour une mise à jour des connaissances qui sera obligatoire. Donc l'examen, voilà, il y a une partie écrite et là, l'arrêté stipule qu'il faut 28 sur 40 pour avoir réussi, et une partie orale où il faut 14 sur 20 pour avoir réussi. Alors les certificateurs sont des personnes physiques, mais en fait, il y a quand même une notion de personne morale qui existe. On prend AIB Vinsot, elle peut employer des personnes physiques qui ont réussi l'examen de formation et c'est au titre de personne morale alors que le AIB Vinsot, par exemple, si je prends AIB Vinsot, sera reconnu comme certificateur parce qu'il emploie des personnes physiques qui ont réussi. Et donc là, sur la plateforme, on peut choisir, il y aura des petites différences selon que c'est des personnes, des indépendants ou des personnes morales qui sont certificateurs de cette manière. Le rétro-planning, donc formation des formateurs jusqu'en novembre,
et formation des certificateurs, en tout cas dans une première volée, jusqu'en mai, puisque les premières visites, ça sera à partir de juin 2021. Ok, monsieur Voilà, Eugène, je me... ben voilà, Super. j'ai terminé. Du coup, justement, en fait, vous étiez sur un élément de certificateur et on a beaucoup de questions sur le sujet, justement, puisque beaucoup de questions se tournent en fait sur comment peut-on devenir certificateur. Donc, vous étiez justement en train d'en parler et je vais juste revenir sur les compétences qu'on doit avoir pour devenir certificateur et savoir comment on peut s'inscrire à la formation du SPGE. Voilà. Nous en Donc, en fait, ça ne sera pas à s'inscrire à la formation de la SPGE parce que là, nous, on forme les centres agréés. Et c'est bien les centres agréés, comme pour le BEB. Hein, je reviens quand même sur ceci. Alors, qui peut devenir certificateur, à un moment donné, on va quand même aller voir le détail. Mais donc, en fait, il y a un site internet certibo.be sur lequel on va annoncer les séances de formation organisées par chaque centre agréé. Et à ce moment-là, tout qui rentre, je dirais, dans les possibilités d'être certificateur pourra s'inscrire sur une session qui sera organisée par les centres de formation. D'accord, ok. Donc c'est vraiment là, on aura toutes les informations. Donc rappelez-nous l'adresse mail certibo.be, c'est bien cela. Voilà, attendez, ça c'est sur la dernière page. Vous avez un site web qui est www.certibo.be. D'accord. Donc ça, l'information, elle sera là. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas encore de formation qui a démarré, donc, mais elle sera là évidemment. Alors, on peut toujours nous contacter par info.certibo@spge.be et il y a aussi un numéro vert qui a été mis en place pour toute question sur le sujet. D'accord. 0800 11 250. Super, justement, j'annonce donc du coup à nos participants du webinaire qu'ils recevront les informations dans un mail, notamment de remerciements avec toutes ces informations-là. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une autre question sur la législation. Donc la question c'est, la législation a-t-elle évolué pour que les maisons qui sont autonomisées en eau puissent ne plus être considérées comme insalubres? Alors, autonomiser, je ne suis pas un spécialiste de la question, donc je préfère pas m'avancer sur le sujet. Je sais quand même qu'on a de plus en plus quand même de restrictions au niveau de l'utilisation d'eau de pluie, dès lors qu'il y a une autre distribution qui est potentiellement accessible. Ça, je sais bien qu'il y a une volonté quand même de privilégier quand même l'autre distribution dès lors qu'elle existe. Maintenant, si elle n'existe pas, il y a en principe une autorisation qui doit être obtenue pour exploiter une eau souterraine, par exemple, un puits. Et ça n'empêche pas de réaliser cette certification Certibo s'adresse, on va dire, aussi à ces habitations. D'accord, ok. Et pour justement avoir la certification sur les logements actuels, non pas ceux qui seront construits à partir de 2021 quand la certification rentrera en vigueur, on doit donc de ce fait-là appeler directement la SPGE ou alors directement un centre agréé? Non, donc en fait, là, il y a de nouveau sur certibo.be qui relaiera sur la plateforme informatique. Tout qui veut réaliser une certification aura la liste des personnes agréées. D'accord. Et prendra contact alors avec cette personne certifiée ou agréée, ce certificateur, pour s'entendre, ne serait-ce que sur le prix de la certification qu'elle va établir. Et dès lors qu'ils s'entendent sur ce prix-là, à ce moment-là, c'est le certificateur qui fera toutes les démarches pour réaliser la certification. Ok. Justement, au niveau du coût, vous parliez de 25 € tout à l'heure?
Donc ça, c'est vraiment la redevance, c'est la partie du coût qui revient à la SPGE pour pouvoir gérer correctement l'ensemble des choses. Et bon, D'accord. ben, si on fait un comparatif, si je regarde ce qui se passe par exemple en Flandre aujourd'hui, en fait en Flandre, vous avez une certification eau intérieure et une certification eau usée qui est potentiellement séparée et réalisée par deux certificateurs différents. Et alors parfois, ben, ils les regroupent. Chez nous, on a décidé que les deux aspects étaient nécessairement réalisés en même temps. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, en Flandre, dès lors que c'est réalisé par la même personne, en général, ça a un coût de l'ordre de 200, 200, ouais, je dirais plutôt 200 € aujourd'hui. Alors voilà, je ne sais pas comment va se porter le marché wallon par rapport à ça, mais je pense Ouais. qu'on est dans cet ordre de prix en termes de coût d'un certificat. D'accord. Et donc, la certification sera donnée directement par le certificateur. Elle sera validée de votre côté? Eh bien, il doit de toute façon, on rentre, ça sera sur la plateforme. D'accord. Dès lors que la certification, euh, dès lors que pour une nouvelle habitation, en principe, on ne peut pas avoir le raccordement définitif tant qu'on n'a pas, tant que l'habitation n'est pas conforme. Et pour les habitations anciennes, là, par contre, il n'y a pas cette notion, je dirais, de mettre en conformité avant de pouvoir intégrer le logement. Mais c'est clair que ça fera l'objet pas nécessairement de contrôle, mais en tout cas, on aura toute l'information que telle habitation, lorsque la certification a été faite, par exemple, n'était pas conforme pour tel ou tel objet. Et puis, ce que l'on va faire, c'est quand même quelques contrôles de la qualité des certifications qui sont faites, donc de manière indépendante. Oui. Le secteur public de l'eau va passer après un certificateur pour vérifier que la certification a été bien faite aussi quand même. Ok. Mais il y a tellement de questions. Une dernière peut-être pour vous. Comment doit procéder un propriétaire si le constructeur a installé un système alternatif en eau pluviale ne respectant pas la réglementation entre 2003 et 2017? Oui. Répétez la question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Comment doit procéder un propriétaire si le constructeur a installé un système alternatif en eau, notamment les eaux pluviales, Ouais. et qui ne respectait pas la réglementation? Oui, qui ne respecte pas la vie. Ah ben ça, ça risque d'être un petit peu Le problème que vous allez d'être rencontrer. un petit peu un problème parce que je vais être franc avec vous. Moi, j'ai une habitation qui date d'il y a une petite dizaine d'années, pas 10 ans. Et donc, j'ai été parmi les gens qui ont été audités comme ça pour une nouvelle habitation, on va dire, en tout cas pas une ancienne. Et de Oui. fait, j'ai ce problème de la séparation des eaux pluviales et des eaux usées, dont je n'avais pas la connaissance à l'époque. Et après, venir dire à celui qui l'a installé, ah ben vous n'avez pas bien fait votre job, donc vous devez, je sais, ça c'est un peu difficile, c'est un peu délicat de voir comment on peut régler ce genre de choses. Mais Ouais. pour une nouvelle habitation en tout cas, là, l'installateur, le chauffagiste, si c'est le chauffagiste qui installe ces systèmes-là, et il sera obligé de le mettre en règle et ça sera a priori à ses frais. À la charge du propriétaire. Comment? À la charge du propriétaire. À la charge? Ben oui, enfin ça c'est une discussion entre le propriétaire et l'installateur. D'accord. Le propriétaire peut se retourner vers l'installateur en disant ben, vous n'avez pas respecté la législation. Oui. Donc maintenant on va certainement dans la première année ou les 6 premiers mois à devoir un petit peu mettre de l'eau dans notre vin sur certaines obligations parce que, et c'est ce qu'on a constaté en Flandre, les
les installateurs vont vite prendre le pli et vont vite comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils ne font pas nécessairement correctement, mais il faudra quand même un peu certainement avoir un petit délai pour que tout le monde soit bien opérationnel par rapport à ça. Et donc, d'où l'importance de ces fiches que l'on est en train de réaliser, qui seront disponibles dans 3 mois, dans 2 mois, et toute l'aspect sensibilisation qu'on va faire vis-à-vis de tous les corps de métier, vis-à-vis des architectes, pour diffuser cette information et diffuser les bonnes pratiques, grosso modo. Et c'est ce que j'allais vous dire, nous n'hésiterons pas, nous, partenaires du projet FAIR, à diffuser en tout cas ces fiches bonnes pratiques aussi et à en parler effectivement sur notamment cette nouvelle certification. Merci beaucoup, Monsieur Lejeune. Voilà, c'était hyper intéressant. Il y a encore beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout. On va les sélectionner et on les enverra sur l'adresse mail que vous nous avez indiquée pour que les internautes puissent avoir une réponse directement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Lejeune, de votre participation, d'avoir accepté en tout cas notre invitation. C'était très, très, très intéressant. Pour nos amis français, sachez que sur le chat de questions-réponses, on vous met aussi quelques liens sur le sujet, donc voilà, que l'on a recensé. Je vous souhaite une très bonne journée, Monsieur Lejeune. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. En ce qui nous concerne, donc le podcast de ce webinaire sera donc bien publié sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Voilà, je reprends mon petit diaporama que voici. Donc sur notre site internet, sur notre page Facebook et également donc sur notre page YouTube. Vous retrouverez également le programme donc en direct sur notre page également. J'ai peut-être oublié quelque chose entre deux. Oui, je vais revenir en arrière. Excusez-moi, juste pour vous annoncer le prochain webinaire de la semaine prochaine qui portera sur l'air intérieur. Donc, comment renouveler l'air intérieur des locaux par une ventilation naturelle activée. Pour cela, pardon, nous recevrons avec plaisir. Donc, Monsieur Jean-Luc Collet, qui est architecte urbaniste et qui va nous en dire plus avec notamment des exemples et une expérience, plusieurs mêmes expériences sur le sujet. N'hésitez pas toujours à aller sur notre site internet pour vous inscrire à ce webinaire. Et puis, en ce qui me concerne, écoutez, je vous retrouve avec l'ensemble des partenaires jeudi prochain. Nous remercions Monsieur Thierry Delestre qui, une fois de plus, nous a fait un petit scribing en direct de ce webinaire, voilà, qui décore mon bureau. J'essaie de les mettre au fur et à mesure. Voilà, c'est super intéressant et nous vous les envoyons dans notre mail de remerciements avec les liens qui seront directement pour ce podcast. Je remercie tous mes collègues en backstage, j'arrive jamais à le dire, pour ce webinaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne journée à vous. Au revoir.